On t'a enseigné que la gentillesse paie toujours, que suivre les règles morales te garantirait le succès, que les justes prospèrent et les méchants échouent. Et pourtant, tu regardes autour de toi et tu vois exactement le contraire. Tu vois des gens qui mentent prospérer. Tu vois des manipulateurs gravir les échelons. Tu vois des gens sans scrupules gagner. Pendant que toi, tu suis les règles et tu survis à peine. Et tu te demandes, qu'est-ce que je fais de mal? La réponse va te déranger. Mais Machiavel l'a découverte il y a 5 siècles, et les neurosciences la confirment aujourd'hui. La morale n'existe pas pour te guider, elle existe pour te contrôler. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à être un pion sur l'échiquier des autres. Jamais le joueur. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler le mécanisme exact de comment fonctionne ce contrôle. Pourquoi ceux qui prêchent la morale la pratiquent rarement. Et le plus important, comment te libérer sans te transformer en un monstre. Mais avant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental sur comment fonctionne ton cerveau quand tu entends des règles morales. Des chercheurs de l'Université d'Utrecht ont publié une étude dans Current Directions in Psychological Science qui révèle quelque chose de perturbant. Quand tu entends une norme morale, ton cerveau active les mêmes zones qui s'activent avec le plaisir. Le striatum ventral, le cortex préfrontal ventromédial, les mêmes régions qui répondent à la nourriture, au sexe, aux drogues. Ton cerveau est conçu pour ressentir du plaisir quand tu respectes les normes sociales. Et ça a du sens évolutif. Les humains sont des animaux sociaux. On avait besoin d'appartenir au groupe pour survivre. Ceux qui ne suivaient pas les règles étaient expulsés. Et dans la savane africaine, être expulsé du groupe signifiait une mort certaine. Alors, le cerveau a évolué pour récompenser la conformité, pour te faire te sentir bien quand tu obéis et te faire te sentir mal quand tu désobéis. Mais voilà le problème que personne ne te dit. Ce mécanisme ne distingue pas entre les normes qui te bénéficient et les normes qui te nuisent. Ton cerveau ressent le même plaisir en suivant une règle qui te protège qu'en suivant une règle qui t'exploite. Et les personnes en position de pouvoir le savent. Machiavel l'a écrit dans Le Prince il y a 5 siècles. Il a dit qu'un gouvernant doit paraître moral sans nécessairement l'être, qu'il doit utiliser la religion et la moralité comme outil pour maintenir le peuple obéissant, que l'apparence de vertu est plus utile que la vertu elle-même. Et voici quelque chose qui va te perturber. Machiavel n'a pas inventé ça. Il l'a seulement observé et documenté. Le mécanisme existait déjà des milliers d'années avant. Les prêtres égyptiens l'utilisaient. Les empereurs romains l'ont perfectionné. Les rois médiévaux l'ont institutionnalisé. Pense à Louis XIV et son art de la représentation. Ça a toujours fonctionné de la même manière. Tu crées des règles morales qui bénéficient à ta position. Tu les présentes comme des vérités universelles et tu laisses les gens se contrôler seuls, en croyant qu'ils font ce qui est juste. C'est plus efficace que n'importe quelle armée, moins cher que n'importe quelle police, plus durable que n'importe quelle menace. Parce que quand tu contrôles la morale de quelqu'un, tu contrôles son identité. Et les gens feront n'importe quoi pour protéger leur identité, même se détruire eux-mêmes. Mais calme-toi, parce que ça devient plus profond. Une étude publiée dans Neurosciences Bulletin en 2023 a identifié 3 raisons fondamentales pour lesquelles les humains se conforment aux normes. La première est informationnelle. On assume que les autres savent quelque chose que nous ignorons. La deuxième est normative. On veut être accepté par le groupe. Et la troisième est l'autoconcept. On veut se voir soi-même comme une bonne personne. Et voilà le piège. Les 3 raisons parlent de toi, pas de ce qui est correct, pas de ce qui fonctionne, de ton besoin d'appartenir, d'être accepté, de te voir bien devant tes propres yeux. La morale, comme on te l'a enseigné, n'est pas un guide pour bien vivre. C'est un mécanisme pour te rendre prévisible, contrôlable, maniable. Pense à ça. Qui en profite quand tu es honnête et que les autres ne le sont pas? Qui gagne quand tu suis les règles et que les autres les brisent? Qui prospère quand tu te limites par des scrupules qu'ils ignorent? Pas toi. Machiavel a observé les gouvernants de son époque, les papes, les rois, les ducs.
Et il a noté un schéma qui se répète depuis lors. Ceux qui prêchent la morale le plus fort sont fréquemment ceux qui la pratiquent le moins. Ce n'est pas de l'hypocrisie accidentelle, c'est de la stratégie. Laisse-moi te donner un exemple que tu vas reconnaître immédiatement. Pense à n'importe quelle grande entreprise. Le PDG gagne 100 fois plus que l'employé moyen. Il vit dans un manoir, voyage en jet privé, a un pouvoir absolu sur des milliers de vies. Et que prêche cette même entreprise à ses employés? Qu'ils doivent être humbles, qu'ils doivent être des joueurs d'équipe, qu'ils ne doivent pas se concentrer sur l'argent mais sur la mission, qu'ils doivent se sacrifier pour le bien commun. Tu vois le schéma? Ceux d'en haut vivent selon un code, ceux d'en bas vivent selon un autre. Et le code d'en bas maintient commodément tout le monde à sa place. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein. Si je peux te convaincre que être bon signifie obéir, et si je définis ce que signifie obéir, alors je contrôle ton comportement sans avoir besoin de force. Je te contrôle avec ta propre conscience. C'est le contrôle parfait, parce que tu ne te rends même pas compte que tu es contrôlé. Tu crois que tu suis tes propres valeurs, quand en réalité tu suis des valeurs que d'autres ont implantées en toi pour leur bénéfice. Mais voici la partie qui va te faire tout remettre en question. Les psychologues Richard Christie et Florence Geiss ont créé dans les années 60 quelque chose appelé l'échelle Mac. C'est un test qui mesure à quel point quelqu'un est machiavélique, à quel point il est disposé à manipuler, à ignorer la morale conventionnelle, à se concentrer sur ses propres intérêts. Et ils ont découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui obtiennent un score élevé en machiavélisme ont 3 caractéristiques. Premièrement, manque relatif d'affection dans les relations interpersonnelles. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas, c'est qu'ils ne laissent pas les sentiments obscurcir leur jugement. Deuxièmement, manque de préoccupation pour la moralité conventionnelle. Ils ne rejettent pas toute éthique. Ils refusent de suivre les règles aveuglément. Troisièmement, absence de psychopathologie grave. Ils ne sont pas fous. Ils ont une vision instrumentaliste du monde. Et voici ce que les chercheurs n'attendirent pas. Ces personnes ne sont pas des monstres. Ce ne sont pas des méchants de film. Elles réussissent fréquemment très bien, très adaptées, très fonctionnelles, parce qu'elles comprennent quelque chose que la plupart ne comprennent pas. Les règles morales sont des outils, et comme tout outil, elles ont des utilisations et des limites. Elles ont des contextes où elles fonctionnent et des contextes où elles te détruisent. Une étude d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle a révélé que les personnes avec un haut machiavélisme montrent une plus grande activité dans le cortex singulaire antérieur. C'est la région du cerveau impliquée dans le jugement moral et la prise de décision, quand il y a conflit entre intérêts personnels et normes sociales. Qu'est-ce que ça signifie? Que les personnes machiavéliques n'ignorent pas la morale. Elles la comprennent. On la travaille plus en profondeur. Ils ressentent le conflit entre ce qui les arrange et ce qu'ils sont supposés faire. Et ils choisissent consciemment, pas par impulsion, mais par calcul. Alors que tu suis les règles automatiquement, ils évaluent chaque règle. Ils se demandent, cette règle me bénéficie ou me nuit? Qui a créé cette règle et dans quel but? Que se passe-t-il si je la suis? Que se passe-t-il si je ne la suis pas? Et ils prennent des décisions basées sur l'analyse, pas sur le conditionnement. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la conscience. Et voici ce qui m'a vraiment perturbé quand j'ai étudié ça pour la première fois. Les personnes machiavéliques ne sont pas nécessairement mauvaises. Elles sont simplement conscientes. Elles voient le système tel qu'il est, passe comme on leur a dit qu'il était, comme un certain Bernard Tapie. Et cette conscience leur donne des options. Elles peuvent choisir d'être éthiques. Elles peuvent choisir de ne pas l'être. Mais le choix leur appartient. Il n'est pas dicté par un conditionnement infantile ou une pression sociale. Pendant ce temps, les personnes qui suivent la morale aveuglément n'ont pas de vraies options. Elles croient choisir, mais elles ne font qu'exécuter une programmation. Elles sont comme des robots qui croient avoir le libre arbitre. L'ironie est brutale. Ceux qui paraissent les plus moraux sont fréquemment les moins libres. Et ceux qui paraissent les moins moraux sont fréquemment les seuls qui choisissent réellement. Mais attends, parce que maintenant vient la partie la plus inconfortable de toutes. Regarde ta propre vie.
Pense aux règles morales que tu suis sans questionner. On t'a enseigné que tu dois être humble. Mais qui bénéficie quand tu ne réclames pas ce que tu mérites? On t'a enseigné que tu dois pardonner. Mais qui gagne quand il n'y a pas de conséquences pour te blesser? On t'a enseigné que l'argent n'est pas important. Mais qui prospère pendant que tu méprises les ressources dont tu as besoin? Chacune de ces règles a un bénéficiaire, et fréquemment ce n'est pas toi. L'humilité bénéficie à ceux qui veulent que tu ne les concurrences pas. Le pardon inconditionnel bénéficie à ceux qui veulent continuer à abuser sans conséquence. Le mépris pour l'argent bénéficie à ceux qui veulent que tu n'accumules pas de pouvoir. Je ne dis pas que ces choses sont toujours mauvaises. Je dis qu'on te les a enseignées sans contexte, sans nuance, sans te demander si elles te servaient à toi ou aux autres. Et c'est ça le piège de la morale comme arme de contrôle. On te donne des règles absolues pour des situations qui requièrent du jugement. On te donne des commandements universels pour des contextes qui requièrent de la stratégie. On t'enlève la capacité de penser, parce que penser est dangereux pour ceux qui te contrôlent. Machiavel a écrit que les hommes sont si simples et si sujets aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Dur. Mais regarde autour de toi et dis-moi que ce n'est pas vrai. Combien de fois t'a-t-on manipulé en utilisant ta propre morale contre toi? Combien de fois as-tu fait quelque chose que tu ne voulais pas, parce qu'on t'a dit que c'était la chose à faire? Combien de fois as-tu tué ta voix, parce qu'elle n'était pas socialement acceptable? Ta morale ne t'a pas protégé, elle t'a soumis. Et le pire, c'est que tu as probablement défendu ta propre cage. Tu as probablement attaqué ceux qui questionnaient les règles qui te limitaient, parce que c'est ce que fait le conditionnement. Il te convertit en gardien de ta propre prison. Les esclaves les plus fidèles ne sont pas ceux qui sont enchaînés physiquement. Ce sont ceux qui croient que les chaînes sont des bijoux, que l'obéissance est vertu, que leur soumission est un choix. Machiavel a vu ça à son époque. Les paysans défendaient les nobles qui les exploitaient, les fidèles défendaient l'Église qui les appauvrissait, tous convaincus qu'ils faisaient ce qu'il fallait, comme lors de la Révolution française. Et 500 ans après, rien n'a changé. Seulement les noms des maîtres. Mais c'est là que ça devient intéressant. Une étude de 2024 sur la conformité morale a trouvé que quand les personnes délibèrent en groupe, elles ont tendance à aligner leurs croyances morales avec le sentiment collectif. Et ceci vient accompagné de quelque chose appelé synchronie intercérébrale. Les cerveaux des personnes se synchronisent littéralement quand elles adoptent les mêmes croyances morales. C'est presque comme un virus qui se propage de l'esprit à l'esprit. Et les chercheurs ont trouvé que cette synchronie prédit combien tu vas changer tes croyances. Plus ton cerveau se synchronise avec le groupe, plus tu abandonnes tes propres idées. Ceci explique pourquoi des sociétés entières peuvent croire des choses absurdes. Pourquoi des génocides se produisent avec un soutien populaire. Pourquoi des atrocités sont commises au nom de la morale. Ce n'est pas ce que les personnes soient mauvaises, c'est que le cerveau humain est conçu pour se conformer, pour se synchroniser, pour abandonner le jugement individuel en faveur du consensus de groupe. Et la morale collective est le véhicule parfait pour ce processus. Parce que celui qui questionne la morale du groupe est automatiquement le mauvais, l'égoïste, l'immoral, même si ce qu'il questionne est précisément ce qui est en train de nuire à tous. Machiavel le savait. C'est pour ça qu'il a écrit qu'un prince doit savoir utiliser autant la bête que l'homme. Il doit être capable d'agir en dehors de la morale quand c'est nécessaire, parce que ses ennemis ne se limiteront pas par des scrupules. Il ne dit pas que tu dois être mauvais. Il dit que tu ne dois pas être naïf. Mais calme-toi, parce que ceci a une solution. Et elle ne requiert pas que tu deviennes un sociopathe. La clé est dans quelque chose que Machiavel appelait la vertu. Ça n'a pas de traduction exacte. Ce n'est pas la vertu au sens moral. C'est plus une capacité d'action, une habilité à s'adapter, un pouvoir pour agir selon les circonstances et non selon des règles rigides. La vertu est l'opposé de la morale aveugle. C'est le jugement, le discernement. La capacité d'évaluer chaque situation et d'agir de façon à ce que tu en bénéficies sans détruire inutilement les autres. Ce n'est pas la moralité, c'est la morale stratégique. Il y a une étude sur l'ocytocine qui illustre ça parfaitement.
L'ocytocine est appelée l'hormone de l'amour. Mais des chercheurs de Leiden ont découvert que c'est aussi l'hormone du conformisme. Elle promeut que tu suives le groupe, que tu t'alignes avec le troupeau. Et voici ce qui est fascinant. L'ocytocine promeut seulement la conformité avec ton groupe, avec des étrangers ou des ennemis. Elle n'a pas le même effet. Qu'est-ce que ça signifie? Que même la chimie de ton cerveau est conçue pour te rendre partial, pour te faire suivre les règles de ta tribu, tout en ignorant potentiellement les intérêts des autres. La morale n'est pas universelle, elle est tribale. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas être victime de ceux qui utilisent ta loyauté tribale à leur profit. Pense aux guerres, aux conflits, aux atrocités de l'histoire. Toutes ont été commises par des personnes qui croyaient être les bonnes, qui croyaient que leur morale était la bonne, que leurs victimes étaient les mauvaises. Personne ne se lève le matin en pensant « je suis le méchant ». Tous croient être les héros de leur propre histoire. Et cette croyance justifie fréquemment les pires actes. Parce que si ma morale est la bonne, et que tu ne la suis pas, alors tu mérites ce qui t'arrive. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Ce n'est pas de l'abus, c'est de la correction. La morale tribale est la racine de presque toute la souffrance humaine causée par les humains. Et la plupart ne le voient même pas, parce qu'ils sont trop occupés à se sentir vertueux. Maintenant, je vais te révéler quelque chose que personne ne t'enseigne. Tu viens de découvrir que la morale fonctionne comme un outil de contrôle, que ton cerveau est programmé pour la conformité, que les règles que tu suis bénéficient souvent à d'autres plus qu'à toi. Mais cette connaissance est dangereuse si elle n'est pas utilisée correctement. Écoute, il y a 2 réactions possibles à ce que je viens d'expliquer. La première est de devenir cynique, de rejeter toute morale, d'utiliser les gens, de manipuler sans scrupule. Ce chemin semble attrayant, mais il se termine dans la solitude, la méfiance, et fréquemment par un échec. Parce que les manipulateurs purs finissent par être découverts et isolés. Pense à des figures comme Bernard Tapie, qui, malgré leur ascension fulgurante, ont souvent fini par chuter. La deuxième réaction est plus difficile, mais plus puissante. C'est développer ce que j'appelle la morale consciente. Cela signifie que tu continues à avoir des valeurs, mais ce sont tes valeurs, choisies par toi, évaluées par toi, pas implantées par d'autres pour leur bénéfice. Cela signifie que tu traites bien les gens, mais parce que tu le décides, pas parce qu'on t'a dit que tu devais. Et quand quelqu'un abuse de ta bonté, tu as la capacité de répondre stratégiquement. Cela signifie que tu es honnête, mais pas naïf, que tu coopères, mais pas à l'aveugle, que tu pardonnes, mais pas sans limite. C'est ça, la vertu que Machiavel a décrite. Ce n'est pas l'absence de morale, c'est la morale avec intelligence. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne dans la pratique. Imagine que quelqu'un te demande un service, un grand service, qui te coûtera du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent. La personne avec une morale aveugle dit oui automatiquement, parce qu'aider est bien, parce que refuser serait égoïste, parce que c'est ce qu'une bonne personne est supposée faire. La personne avec une morale consciente évalue qui me demande ça. Quelle relation avons-nous? Était-il là quand j'avais besoin d'aide? Quelles conséquences cela a-t-il pour moi de dire oui? Quelles conséquences cela a-t-il de dire non? Quelle est la vraie motivation derrière cette demande? Et ensuite, elle décide. Elle peut dire oui, elle peut dire non. Elle peut négocier des conditions, mais la décision vient de l'analyse, pas de l'automatisme. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle réelle. C'est prendre soin de tes ressources pour pouvoir aider quand ça compte vraiment, au lieu de t'épuiser à aider ceux qui ne le méritent pas. Et voici le secret que les moralistes ne veulent pas que tu saches. Les personnes les plus respectées ne sont pas les plus obéissantes. Ce sont celles qui ont des principes propres et qui les défendent. Celles qui disent non quand tout le monde dit oui. Celles qui maintiennent leur jugement quand le groupe perd le sien. Pense à des figures comme De Gaulle, qui ont su tenir tête malgré l'opinion publique. Cela requiert d'aller contre la programmation de ton cerveau, contre le plaisir de la conformité, contre le confort de suivre les règles, mais c'est le seul chemin vers le pouvoir réel. Maintenant, prête attention, parce que c'est important. Ce que tu viens d'entendre, tu ne le trouveras dans aucun livre de développement personnel.
Ce n'est prêché dans aucune église. Ce n'est enseigné dans aucune école. Parce que cette connaissance est dangereuse pour ceux qui bénéficient de ton obéissance. Chaque vidéo comme celle-ci va contre le système, contre la narrative qu'ils veulent imposer, contre les voix qui préfèrent que tu restes endormi. Le bouton Super Thanks que tu vois là en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est ta façon de dire « Je veux plus de vérité sans filtre. Je veux comprendre comment fonctionne vraiment le pouvoir. Je ne veux plus être manipulé. » Quand tu cliques sur ce cœur doré, tu votes pour un contenu que le système préférerait qui n'existe pas. Tu finances la seule forme d'éducation qui te donne vraiment du pouvoir, celle qui te montre comment fonctionne le jeu, au lieu de t'enseigner à être un bon perdant. Je ne te demande pas de croire tout ce que je dis. Je te demande de penser, de questionner, d'évaluer par toi-même. Et si ce contenu t'a aidé à voir quelque chose que tu ne voyais pas avant, alors il vaut la peine de le maintenir en vie. Mais continuons, parce qu'il manque encore la partie la plus pratique. Comment appliques-tu cela dans ta vraie vie, sans détruire tes relations, ni devenir quelqu'un que tu ne veux pas être? Premier principe. Questionne l'origine de chaque règle morale que tu suis. Demande-toi, qui m'a enseigné ça? Qu'est-ce qu'il gagnait quand je la suivais? Cette règle m'a-t-elle donné des résultats positifs? Ou m'a-t-elle seulement limité? Ne rejette pas automatiquement, évalue. Il y a des règles morales qui fonctionnent. La réciprocité fonctionne. Respecter les accords fonctionne. Ne pas nuire inutilement fonctionne. Ces règles créent de la confiance. Et la confiance est la base de toute coopération productive. Mais d'autres règles ne font que te faiblir. L'humilité excessive te rend invisible. Le pardon sans limite te transforme en cible permanente. L'honnêteté absolue te rend prévisible et exploitable. La clé est de distinguer entre les deux. Et cela requiert de penser, pas de suivre automatiquement. Deuxième principe. Observe qui prêche la règle, et s'il la pratique. Machiavel a dit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ils voient ce que tu sembles, mais peu. Sentient, ce que tu es. Je traduis. Les personnes qui prêchent le plus la morale sont fréquemment celles qui la suivent le moins, parce qu'elles savent que prêcher crée une image, et l'image est plus utile que la substance. Si quelqu'un te dit constamment à quel point il est honnête, il est probablement en train de mentir. Si quelqu'un te rappelle toujours à quel point il est généreux, il est probablement en train d'être égoïste. La vraie vertu n'a pas besoin de publicité. Observe les actions. Ignore les mots. Troisième principe, développe ta propre boussole. C'est le plus difficile, parce que cela requiert que tu cesses de chercher la validation externe, que tu cesses de demander ce que tu devrais faire, et que tu commences à demander ce que tu veux faire. Et quelles sont les conséquences? Une boussole propre signifie que tu as des valeurs, mais ce sont les tiennes, pas héritées, pas imposées, choisies après avoir évalué ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, ma valeur n'est pas d'être bon, ma valeur est d'être efficace sans causer de tort inutile. Je ne cherche pas l'approbation, je cherche des résultats. Je n'évite pas les conflits, je gère les conflits. Stratégiquement, cela ne me rend pas mauvais, cela me rend conscient. Quatrième principe, comprends que la morale est contextuelle. Ce qui est correct dans un contexte peut être suicidaire dans un autre. Être honnête avec quelqu'un qui te respecte est sage. Être honnête avec quelqu'un qui utilisera ton honnêteté contre toi est stupide. Être généreux avec qui l'apprécie construit une relation. Être généreux avec qui l'exploite construit un abus. Pardonner à celui qui se repent permet des secondes chances. Pardonner à celui qui répète permet des troisièmes, quatrièmes et cinquièmes offenses. La morale absolue ignore le contexte. Et le contexte est tout. Cinquième principe. Accepte que tu devras agir de façon que d'autres jugeront. C'est le prix de la liberté. Quand tu cesses de suivre les règles aveuglément, tu vas incommoder ceux qui bénéficiaient de ton obéissance. Ils vont t'appeler égoïste, froid, sans cœur. Mais demande-toi, qui fait ces accusations? Sont-ce des personnes qui te respectent et veulent ton bien? Ou sont-ce des personnes qui ont perdu le contrôle sur toi? Souvent, les critiques les plus virulentes
viennent de ceux qui profitaient le plus de ta soumission. Et leur opinion ne devrait pas t'importer. Ce qui compte, c'est ton jugement, ton évaluation, ta décision consciente sur qui tu veux être et comment tu veux vivre. Ça, c'est le pouvoir réel, pas le contrôle sur les autres, mais le contrôle sur toi-même, sur tes décisions, sur ta vie. Machiavel a écrit « Le prince pour les princes », mais le message s'adresse à tous ceux qui veulent cesser d'être des pions et commencer à être des joueurs. Et la première étape est de comprendre que les règles du jeu ne sont pas neutres. Elles ont été créées par quelqu'un, pour bénéficier à quelqu'un. Et fréquemment, ce quelqu'un, ce n'est pas toi. Ton travail n'est pas de détruire les règles, c'est de les comprendre et de les utiliser stratégiquement, pendant que tu construis les tiennes propres, comme un PDG qui navigue dans les arcanes du pouvoir. C'est ça qui sépare ceux qui contrôlent de ceux qui sont contrôlés, pas la méchanceté, la conscience. Maintenant, je veux savoir quelque chose de toi. Quelle est la règle morale que tu as suivie le plus longtemps, avant de te rendre compte qu'elle ne faisait que te limiter? Cette règle que tout le monde te disait sacrée, mais qui, quand tu l'as remise en question, a amélioré ta vie, comme remettre en question un dogme politique hérité de la Révolution. Commente ci-dessous. Parce que ton expérience peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui est encore piégé, dans des règles qui ne lui servent à rien. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un de trop bon pour son propre bien, quelqu'un qui suit toujours les règles et qui finit toujours par perdre, partage-lui cette vidéo. Ça peut être le déclic dont il a besoin. Comme si on lui révélait les secrets de la cour de Versailles. La morale, telle qu'on te l'a enseignée, est une arme. Mais maintenant, tu sais comment elle fonctionne. Et celui qui connaît le mécanisme ne peut pas être contrôlé aussi facilement. Machiavel te l'a averti il y a 500 ans. La science te le confirme aujourd'hui. Et c'est à toi de décider quoi faire de cette information. Tu peux continuer à obéir, ou tu peux commencer à penser. Machiavel a été haï pour avoir dit ses vérités. On l'a traité d'immoral, de cynique, de dangereux. Son livre a été interdit par l'Église pendant des siècles. Et pourquoi? Parce qu'il a révélé le jeu, parce qu'il a montré comment fonctionne réellement le pouvoir, parce qu'il a dénudé l'hypocrisie de ceux qui prêchèrent la vertu, tout en pratiquant la manipulation, comme Talleyrand en son temps. Les vérités inconfortables sont toujours attaquées, parce qu'elles menacent ceux qui bénéficient des mensonges confortables. Mais 500 ans plus tard, ces observations restent valables, parce que la nature humaine ne change pas. Seuls les déguisements changent. La morale, comme arme de contrôle, continue de fonctionner dans les gouvernements, dans les entreprises, dans les religions, dans les familles, dans les relations, et elle continuera de fonctionner tant que les gens préféreront se sentir bons, plutôt que d'être libres. Mais toi, tu n'as plus à faire partie de ce groupe. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu vois. Maintenant, tu peux choisir. Le choix a toujours été tien.